Souleymane Niang. L'avocat de la Fédération internationale d'athlétisme a eu la dent dure ce matin à l'encontre de M. Lamine Diack et de ses 5 co-prévenus devant la 32e chambre du tribunal de grande instance de Paris à l'issue de son accablante plaidoirie. Le représentant de la partie civile a réclamé l'équivalent de 27 milliards de francs CFA à titre de réparation du préjudice causé par ce qu'il a décrit comme un clan qui s'est enrichi aux dépens de l'I2AF. Compte rendu d'audience avec notre correspondant permanent sur place, Cher Sidou Silla. De prime abord, l'avocat de l'I2AF, maître Régis Bergonzi, s'en est pris au Sénégal dont la coopération judiciaire dans l'affaire Lamine Diack n'aurait pas été satisfaisante. Il estime que le Sénégal n'avait rien à gagner dans la manifestation de la vérité dans cette affaire. C'est selon lui la raison pour laquelle les autorités sénégalaises ont donné un passeport diplomatique à Papa Massata Diack pour le protéger. L'avocat va ensuite tenter de démontrer en quoi Lamine Diack était-il le cerveau d'un clan, un clan constitué, dit-il, par le fils et les amis du fils. Bref, pour Régis Bergonzi, les prévenus ont foulé les règles qui régissent le fonctionnement de l'I2AF. Il dénonce aussi les rémunérations qui tombent du ciel, profit de certains collaborateurs de Lamine Diack, les conflits d'intérêts, dit-il, qui se trouvaient à tous les étages, mais qui ne posaient visiblement aucun problème au père Diack. L'avocat enchaîne, c'est le népotisme dans toute sa splendeur. Dans son pilonnage en règle du clan Diack, l'avocat ajoute, la connivence entre Lamine Diack et son fils était au cœur du système. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme s'impliquait personnellement dans les négociations avec les sponsors juste pour enrichir son fils. Par exemple, les différents contrats signés avec les Russes, dont le montant s'élevait à 60 millions d'euros d'après l'avocat. Mais l'I2AF n'aurait perçu que 13 millions. La médaille de l'amitié donnée par les Russes à Lamine Diack, le financement des campagnes électorales au Sénégal lors de la présidentielle de 2012 et les municipales de 2009 à Dakar, décidément, dit l'avocat, les Russes sont très généreux à l'égard de Lamine Diack. Vous êtes si sympathique qu'on vous jette des millions sur la figure, ironise-t-il. Au regard de tous les préjudices subis par la fédération, l'avocat demande une réparation à hauteur de 41,2 millions d'euros. Lamine Diack et son clan, déplore-t-il, ont terni l'image de l'athlétisme. L'avocat termine sa tirade par ces mots. Le nom de Diack est aujourd'hui synonyme de corruption dans le monde. Vous avez fait du mal à l'athlétisme, à l'I2AF et même à l'Afrique. Au palais de justice de Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. Évoquons à présent la grève du syndicat des travailleurs de la justice, 72 heures qui arrive à terme ce mercredi. Le Sud-Just qui tire un bilan positif de ce mouvement d'humeur et qui annonce qu'il va continuer le combat avec dès vendredi une marche qui aura lieu à Dakar. Toujours au chapitre judiciaire, nous apprenons ce matin que Cheikh Yérim Seck attend toujours de rencontrer le doyen des juges d'instruction au tribunal de Dakar. Hier, il avait bénéficié d'un retour de parquet. Cheikh Yérim Seck qui a été placé en garde à vue lundi à l'issue de sa convocation par la gendarmerie dans l'affaire Batiplus. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le Sénégal a enregistré 3 nouveaux décès dus au coronavirus. Les décès sont survenus hier mardi et ont été annoncés ce matin lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Depuis dimanche, le virus a fait 13 victimes en tout. Avant de parler en détail de cette situation, écoutons d'abord le docteur Aloïse Waly Diouf, porte-parole du jour, sur le bilan de ces dernières 24 heures. Sur 970 tests réalisés, 122 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 111 cas contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6, 2 cas, Grand Yoff, 1 cas, Keur Mbaye Fall, 1 cas, Zac Mbao, 1 cas, Keur Massar, 1 cas, Pikine, 1 cas et Touba, 4 cas. 81 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19
ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 16 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5369 cas ont été déclarés positifs, dont 3606 guéris, 73 décédés et donc 1689 sous traitement. 3 décès donc ces dernières 24 heures, 13 morts ces dernières 72 heures. Comment expliquer cette brusque augmentation de la mortalité alors même que le nombre de cas enregistrés n'a pas évolué dans les mêmes proportions? Tentative de réponse dans ce dossier ficelé par Awambay. Il suffit de lire les chiffres du jour sur les décès liés au coronavirus pour reconnaître facilement que l'heure est grave, selon le professeur Cheikh Bakelo. Le spécialiste en santé publique estime que ces annonces sur le nombre de décès journaliers peuvent pousser les populations à être beaucoup plus conscientes. Je pense qu'effectivement, il est très important de communiquer sur le nombre de morts pour montrer la gravité de la situation et ainsi amener les populations à changer de comportement. D'autant qu'il y a un relâchement quasi total sur les mesures barrières. Le nombre élevé montre aussi que les malades sont dans les maisons et attendent d'être mal en point pour se rendre dans les structures sanitaires. Hassan Touré pense le contraire. Il est journaliste et s'intéresse aux questions de santé publique. Selon lui, cette communication n'émeut pas les Sénégalais, surtout ceux qui sont dans le déni. Ça aurait dû faire tilt dans l'esprit des uns et des autres. Mais à y regarder de très près, en faisant le tour de Dakar, on a l'impression que les jeunes, pour la plupart, ne vivent plus sous l'ère du Covid, ils vivent sous l'après-Covid, ce qui est très dangereux. Je suis tenté de dire ça n'émeut pas, parce que les morts, on en entend partout. Mais je suis également tenté de dire que certains qui développent une certaine résistance par rapport à vos messages n'y croient toujours pas. Face au relâchement constaté ces derniers jours, le spécialiste en santé publique exhorte les jeunes au changement de comportement, surtout pendant cette période. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à la jeunesse de notre pays, qui sont actuellement dans les plages, les terrains de football, de penser à leurs parents âgés ou malades pour éviter l'hécatombe dans notre pays. En 3 jours donc, le Sénégal a enregistré 13 décès liés à la COVID-19, un bilan jugé lourd par beaucoup de Sénégalais. Et puis, cette question d'actualité sur la gestion de la crise sanitaire, c'est une proposition de l'honorable député Aïssata Mbouch dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale. La députée note des failles dans la manière de gérer la crise. Nous avons donné la parole aux parlementaires, mais sachez que les idées divergent. La majorité estime que l'urgence est ailleurs. Par contre, les députés de l'opposition soutiennent que le gouvernement a l'obligation de rendre compte dans un délai très court. Amadou Sabarba. Une séance questions-réponses avec la représentation du peuple pour faire le bilan de la gestion de la crise sanitaire. Mame Diarra Fam approuve la proposition de Aïssatou Mbodj. Elle affirme que le moment est bien choisi. Le temps passe. Cet avis ne devrait même pas avoir 72 heures sur la table du président de l'Assemblée nationale sans être remis au ministre intéressé et qui devait tout de suite réagir. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un gouvernement où le laisser-aller est le favori des ministres. La question d'actualité, une procédure normale à l'Assemblée nationale, mais le moment n'est pas approprié selon Yaya Diallo de la majorité présidentielle. Tout député a le droit à un moment donné de déposer une question d'actualité sur la table du président de l'Assemblée nationale. Mais il faut comprendre qu'on est dans un contexte particulier. Il y a un adage qui le dit bien d'ailleurs. Chaque chose a son temps, mais chaque temps aussi a sa chose. On ne peut pas voter une loi d'habilitation pour permettre au président de la République et à son gouvernement d'aller plus vite dans le travail et vouloir en un laps de temps revenir à l'Assemblée nationale pour proposer une question d'actualité. Yaya Diallo estime que le débat sera certainement posé après le retour de la loi d'habilitation à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr et même certain, c'est que nous tous, nous voulons vraiment que le gouvernement nous éclaircisse par rapport à la démarche, par rapport aux dépenses, certaines dépenses faites, par rapport vraiment à la pandémie d'une manière générale. Mais au moment où nous en sommes dans le combat, moi j'aurais vraiment souhaité
que l'Assemblée nationale comprenne que l'heure vraiment est d'accompagner le gouvernement. Dans sa demande de questions d'actualité, Aïssatou Mbodj pose le débat sur la gestion de la crise, notamment le fonds Force Covid-19, une proposition qui n'est pas partagée entre majorité et opposition parlementaire. RFM, la radio de toute l'actualité. La dernière pluie enregistrée dans la région de Sédhiou dans la nuit de lundi à mardi a entraîné de nombreux dégâts. Plusieurs bananeraies sont à terre. Les producteurs évaluent les pertes à plus de 16 millions de francs CFA. Max Euclide Kamfani. Ils n'ont eu que leurs yeux pour constater les dégâts provoqués par le fort vent noté lors de la dernière pluie. Au moins 5 GIE regroupés autour de la production de bananes ont vu pratiquement toute leur production à terre. Bourama Fouskino Sadio de la bananerie de Satchoum parle au nom de ces regroupements. Le cas de Kougne, ils ont perdu 5360 pieds. Témanto ont subi ces mêmes pertes. Par exemple, sur 102 parcelles, ils ont perdu 5445 pieds. Satchoum aussi a perdu 7470 pieds. Il y a aussi Bambali qui sont de l'autre rive, qui appartiennent aussi à cette fédération. Également, ils ont perdu 2379 pieds. Sibana qui ont perdu 3962 pieds. Conséquence, tous les investissements réalisés récemment tombent à l'eau. Si par exemple je prends le cas de Kougne où ils ont perdu 5360 pieds. Alors si on évalue ça, on prend la moyenne 15 kilos par pied, cela peut leur donner 80 tonnes 400. Alors, ce qui peut donner une valeur de 16 millions 80 francs. 16 millions sont perdus comme ça. On a pensé aussi au gasoil qu'on a mis et également aussi l'engrais qu'on a utilisé pour l'entretien de ces bananes. Alors, si on arrive à ce niveau et que tout devient en non-journée sur terre, vraiment, je dis que c'est une perte vraiment énorme. Plusieurs millions donc partis avec les eaux sur ces calculs de ces producteurs qui ne font que constater ces pertes en attendant un éventuel accompagnement. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Les populations de la capitale vivent toujours un calvaire à cause des pénuries d'eau, l'eau de robinet cette fois-ci. Une situation devenue intenable pour les habitants de Bentali et de Nyaritali qui ne savent plus où donner de la tête. Elles jugent ces populations que ces pénuries sont inacceptables en cette période de pandémie du coronavirus. Suivons le reportage de Nafissatou Silla. Fatouba a perdu le sommeil. Toutes les nuits, elle veille pour avoir de l'eau. mënuñu fóot mënuñu raxas mënuñu sangu sunu njaboot gi ak feebar bu bon bi sonn nañu dee nañ taay nañ duñ nelaw boo xëyee ba yeew 5 heures du matin des fois man 1 heure laay yeew di xool 2 heures 3 heures 4 heures ba 5 heures laay doog a root dangay waar dafa métti boo amee ñaari siwo wala ñaari bidon wala benn pan. Son quartier Bentali est réputé en ce qui concerne les pénuries d'eau et avec la présence de Sen'Eau, elle avait espéré un changement. sottiwul ñun tey lañ gën a sonn tey la wàllu gën a ay dañoo sonn lii ñun mosuñ ko woon dund ba ñaari tali lépp léegi maanaam ñoo bokk léegi secteur man xam nga lu xew nañ ñu dimbale. Même vécu pour Djabou Anne qui vit à Nyaritali. C'est seulement la nuit ngay mëna profiter rot yi ngay rot mais boo xëyaatee moom doo am ndox te loo rot du doy ndox moom c'est indispensable ak corona bi man je pensais que sax robinet yi du tëj noonu ndax foo dem boo ñëwee war nga raxasu. Une situation que dénonce à Santal plus de la soixantaine. Risque de faire les rues à la recherche de citernes d'eau. Là c'est la bousculade. On ne porte plus de masque, on se bagarre et tout cela vraiment c'est dommage. On espérait avoir un changement avec les nouveaux patrons des eaux et c'est dommage. Alors Monsieur le Président, le peuple a soif. Et d'ailleurs, ce camion citerne est insuffisant selon Fatouba. Fi mu ne nii ñun citerne bi la ñuy kat su ñëwul duñu am ndox benn paan kese laa am ci jaboot mënuma ci sangu bàyyi samay doom mënuma jox kenn bàyyi kenn barki yàlla metti na sonn nañ yor ay xale yu ndaw gu bugg sa njaboot set yow nga set loolu nu mu mën a demee te dañu war a dimbale sonn nañu dee nañu taay nañ. Bentali, Nyaritali ou encore Bop et ses environs souffrent énormément des manques d'eau récurrents et les habitants exigent plus que jamais une nette amélioration de la distribution, surtout en cette période de pandémie où l'eau est l'allié sûr pour vaincre le virus. Au sujet de ces difficultés d'approvisionnement en eau et des explications parfois contradictoires des acteurs de la filière, Sen'Eau et SONES notamment, je vous propose le commentaire de Binta Diallo. Avec Sen'Eau, on nous avait vanté l'excellence pour le Sénégal. La nouvelle société de gestion de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable en zone urbaine et périurbaine a pour mission, et l'avait garanti,
l'accès pour tous à l'eau et en quantité suffisante, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour y parvenir, Sen'Eau avait déclaré des outils modernes de supervision en temps réel de tout le réseau et mettre sur pied un centre de recherche et d'innovation pour rayonner dans toute la sous-région. La qualité de la relation client sera au centre des préoccupations avec des outils digitaux simples et pratiques. Objectif, une meilleure écoute pour plus de réactivité de service. Toutes ces promesses ont été écrites noir sur blanc sur le site accueil de Sen'Eau et vous verrez que je n'y ai changé ne serait-ce qu'une seule virgule. Sauf qu'après des mois de gestion, les Sénégalais qui pensaient avoir oublié le douloureux passé de la SDE spécialiste des pénuries ont très vite déchanté. Sen'Eau n'a pas fait mieux, du moins jusqu'à ce jour. Sa directrice générale a effectué hier une sortie pour accuser les intempéries sans convaincre personne. Jeanne Arnal a voulu rassurer les Sénégalais sur ce que les usagers considèrent comme un départ pas trop bien réussi de sa boîte. Sauf que les usagers qui paient plus cher leurs factures d'eau depuis le départ de la SDE sans aucune explication de la part de Sen'Eau ne demandent ni plus ni moins que de l'eau en quantité et en qualité suffisante, et ce n'est pas trop demandé. La SDE les avait déjà habitués à des discours du genre KMS 3 va mettre fin au cauchemar des pénuries d'eau, mais jusqu'à leur départ, aucune promesse n'a été tenue. Le même tralala revient avec Sen'Eau, rajoutez-y les sensibilisations sur l'économie d'eau, Keur Momar-Sarr, Kirène, les ouvrages dont les travaux ne prennent jamais fin. Pire encore, avec cette situation d'épidémie où l'on demande aux Sénégalais d'être beaucoup plus propres et de se laver les mains à tout moment, mais ce sera avec quelle eau puisque l'eau de robinet est devenue un luxe. SONES et son DG Charles Fall doivent trouver une autre bande parce que celle-ci est déjà rayée. Les Sénégalais ont mieux à faire en tout cas que de se pavaner dans les rues de la capitale et dans sa banlieue quotidiennement à la recherche d'eau. Les bassines et les citernes d'eau sont d'une autre époque. La vérité dans ces coupures d'eau devenues fréquentes et récurrentes ne réside-t-elle pas dans le fait que le Sénégal a un véritable problème de politique hydraulique? Binta Diallo, quelques informations sportives. Football d'abord, la finale de la Coupe d'Italie se joue ce soir à 19h. Kalidou Koulibaly et Naples défient la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Et puis l'Angleterre qui reprend son championnat après 3 mois d'arrêt à cause du coronavirus. Le match phare oppose à 19h15 Manchester City à Arsenal. Liverpool de Sadio Mané, leader de la Première Ligue, joue dimanche contre Everton à 18h. Enfin en Allemagne, le Bayern Munich a remporté hier le championnat pour la 8e fois d'affilée. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. Au Maroc, des opposants sénégalais fustigent la gestion des fonds dédiés à la diaspora. Ce sont des membres des partis PDS, Rewmi, PASTEF, UCS et le PUR. Le collectif de Vaï a récemment rencontré le consul général du Sénégal au Maroc, ses compatriotes qui exigent plus de transparence. Selon le porte-parole du jour, Mohamed Kanté, il est également le secrétaire général de PASTEF au Maroc. Il est interrogé par notre correspondant à Casablanca, Khadim Baye. La gestion du fonds Force Covid-19 au Maroc a connu et a suscité beaucoup de questions, des manquements, des incompréhensions, ce qui nous a poussé à rencontrer le consul général du Sénégal à Casa le 22 mai. Et lors de cette rencontre, les points suivants ont été discutés, à savoir les lenteurs qui ont été notées jusque-là. Et par rapport à cela, ils nous ont fait comprendre qu'il n'y a que 6 personnes qui sont dédiées à cette tâche pour gérer plus de 14 000 demandes. Et aussi, ils ont fait face à des problèmes de logistique. L'autre point concerne le comité de gestion dans lequel nous n'avons pas vu la présence des associations, alors que ceci est prévu par le dispositif. Par rapport à cela, ils nous ont renvoyé vers l'ambassadeur qui a pris la décision de ne pas le faire pour certaines raisons. Nous avons aussi noté des Sénégalais qui sont en activité, qui ont perçu l'aide, alors que d'autres qui sont dans des situations de précarité, alors que ce sont ces personnes qui sont visées même par cette aide, n'ont toujours pas reçu.
Et par rapport à ça, ils nous ont répondu que l'objectif est que tous les Sénégalais inscrits dans la plateforme perçoivent. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choix par rapport au profil social. Nous avons aussi parlé de la communication qui n'est pas la bonne en cette situation de crise. Et par rapport à cela, nous avons fait des propositions qui ont été remontées à qui de droit. Et nous avons introduit une demande d'audience auprès de l'ambassadeur et nous attendons son retour. En République démocratique du Congo, le juge Raphaël Yanyi a été tué. C'est ce que révèle en tout cas l'autopsie sur la dépouille du magistrat en charge du procès de Vital Kamerhe et de ses co-accusés. Le juge a reçu des coups à la tête, comme confirmé par une deuxième autopsie réalisée en présence du médecin légiste de la mission des Nations Unies au Congo. Les résultats ont été rendus publics par le vice-premier ministre et ministre de la Justice de la RDC, Célestin Tunda, que je propose de suivre. Le juge Yanyi Ovungu est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique. L'autopsie a également révélé l'existence des substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt. Au vu de ces rapports, j'annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire devant permettre d'élucider les circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de les sanctionner avec toute la rigueur de la loi. Célestin Tunda, le ministre de la Justice de la RDC, au micro de nos confrères de la télévision nationale. Après le décès brutal de Raphaël Yanyi, un autre juge a été désigné pour présider le procès de Vital Kamerhe et de ses co-accusés. Le verdict est attendu ce 20 juin. Pour terminer, la conférence des bailleurs du Sahel reportée. Elle était prévue demain jeudi 18 juin, mais finalement ajournée. Les véritables raisons n'ont pas été communiquées par les organisateurs. Elle devait permettre de mobiliser des fonds pour lutter contre la faim dans le Sahel. Son report inquiète plusieurs ONG telles que Action contre la faim, Oxfam, Save the Children, entre autres, qui ont signé un communiqué conjoint. Et puis au Kenya, des milliers de jeunes écolières tombées enceintes pendant le confinement. Il s'agit précisément de 3 964 filles, élèves âgées entre 12 et 16 ans, habitant à Machakos, dans le sud-ouest du Kenya. Ces chiffres sont révélés par une enquête du Kenya Health Information System. Elle précise que la plupart de ces enfants ont quitté la ville et laissé entre les mains de leurs grands-parents dans la campagne. La chef du département de la jeunesse et de l'instruction, interrogée par nos confrères d'Africa News, a plaidé pour la traduction en justice des auteurs de ces grossesses. Souleymane. Merci Youssouf Bodian, il est midi et 25 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À présent, l'actualité de la pandémie de Covid-19, Coronews présentée par Anna Rocha. L'OMS alertait en début de semaine et les nouvelles statistiques semblent confirmer l'organisation. La pandémie s'accélère en Afrique et un peu partout dans le monde. 7703 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures sur le continent africain. C'est 700 cas de moins que la veille, mais le nombre de décès s'envole. Plus de 7000 maintenant. Le Sénégal a enregistré 17 décès en 4 jours, ce qui porte le nombre total à 73 sur les 5369 cas détectés depuis le 2 mars dernier. Même si on est loin encore des 1766 décès d'Égypte, des 1625 morts d'Afrique du Sud ou encore des 455 décès du Nigeria, pays le plus endeuillé de l'Afrique de l'Ouest. Du côté de l'Amérique latine, le Brésil est dans une situation critique avec un nombre record de nouvelles infections, 35 000 nouveaux cas de Covid-19 ce mercredi et 1282 morts de plus. Le Brésil est presque à 1 million de cas recensés au total
et plus de 45 000 décès. Le Pérou reste le deuxième pays le plus touché de cette région, avec près de 4 200 contaminations ces dernières 24 heures. La situation épidémique est extrêmement grave également à Pékin, selon un porte-parole de la mairie. 44 nouvelles contaminations, ce qui fait que le nombre de cas passe à 296. 5 marchés sont fermés et près d'une trentaine de zones résidentielles placées en quarantaine. Le bilan s'est considérablement alourdi en Inde. 2000 morts recensés en un jour selon les chiffres officiels annoncés ce mercredi et relayés par RFI. Selon l'AFP, cette hausse est partiellement due à la révision des chiffres à Bombay, ville la plus touchée, qui a donc ajouté 832 morts au bilan quotidien à cause de failles dans le comptage des victimes. Globalement, la situation semble s'améliorer en Europe, mais le virus résiste dans plusieurs pays encore. Le nombre de nouveaux cas a grimpé en Allemagne. Le Portugal a aussi déclaré un nombre croissant de nouveaux cas. 300 de plus essentiellement enregistrés à Lisbonne et dans les zones environnantes. La Pologne signale une forte augmentation des cas, surtout au niveau des travailleurs de mines. Et puis, aux États-Unis, le bilan du nombre de décès dépasse désormais le nombre de morts durant la Première Guerre mondiale, soit 116 963 décès. RFM 94.0, la radio en puissance. Le reportage hivernage du jour nous mène dans le Sine où nous retrouvons notre correspondante à Fatick, Aminata Goudjabi. Les cultivateurs ont renoué avec leur quotidien. Dans le département de Foundiougne, les activités champêtres ont bien repris. C'est le cas à Diossong, une commune du département. Là-bas, certains agriculteurs ont déjà procédé au semis de mil et même d'arachide. Mais le maire de cette commune dénonce le retard noté dans la mise en place des semences distribuées par l'État. Mohamed Touré. Ici dans la commune, les gens qui avaient réservé des semences d'arachide l'année dernière ont déjà commencé à semer l'arachide. Les autres attendent encore les semences de l'État. Dans notre commune, l'État a agréé 2 opérateurs qui doivent nous distribuer chacun 100 tonnes. Mais l'un a apporté 24 tonnes et l'autre 75 tonnes. On attend le reste. Qui 75 tonnes le indi, qui 24 tonnes. Un peu plus loin, à Nioro-Alassane, la distribution des semences d'arachide a démarré ce matin. Cette commune située dans l'arrondissement de Toubacouta a reçu son quota de 200 tonnes de semences d'arachide qu'un cultivateur de la localité juge dérisoire pour la soixantaine de villages qui composent la commune. Il s'appelle El Ajtal. Actuellement, nous distribuons 200 tonnes d'arachide pour la commune de Nioro-Alassane et que la commune compte 61 villages et plus. Mais vraiment, nous sommes en retard parce qu'on a commencé la distribution tardivement. Dans le département de Fatick, des cultivateurs du village de Moudaï, situé dans la commune de Niakhar, ont aussi évoqué ce retard dans la mise en place des semences et engrais. Maïkor. Pas encore, l'engrais n'a pas encore venu pour le moment. C'est un peu retard, vraiment, on attend jusqu'à présent. Pourtant, selon la direction du développement rural de Fatick, sur le quota régional de 4 278 tonnes d'arachide, plus de 72% ont déjà été mis en place. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 17 juin 2020, lui, est commentée par Barthélémy Ngom. Bonjour. La maladie à coronavirus continue d'emporter des vies au Sénégal. L'observateur dénombre 18 décès en une semaine, 10 en 48 heures, détaille Vox Populi. Après les 4 décès de la veille, le ministère de la Santé a annoncé 6 nouveaux décès, ce qui porte le bilan à 70 morts en 3 mois. Le quotidien sur ce bilan de 28 morts en 15 jours parle d'un mois de juin mortel. L'observateur sur ces décès donne la parole à un infectiologue, le professeur Manga Noël Mangloire, qui regrette d'abord le relâchement des Sénégalais et déclare qu'il faut un effet d'électrochoc avec 50 décès par jour pour un éveil des consciences. Il ajoute que l'État a une grosse part de responsabilité dans ce à quoi on assiste aujourd'hui, car si l'État édicte des lois, il doit les faire respecter. Dans la foulée, l'observateur constate que malgré l'arrêté du ministère de l'Intérieur et la flambée des cas positifs, certains Dakarois continuent d'organiser des cérémonies familiales et fêtes privées qui ne sont soumises à aucune des mesures de prévention édictées. Mariage, baptême, funérailles, des scènes surréalistes dans le contexte actuel.
ce qui fait dire à mon confrère que le virus est en fait à Dakar. Source A signale de son côté que 28 agents de santé ont été mis en quarantaine pour avoir été en contact avec un cas communautaire admis à l'hôpital Heinrich Louquet de Diourbel. C'est dans le Bawol. La lionne du Bawol, justement, Aïda Mbodj rugit à la une de Source A. La parlementaire a déposé une question d'actualité sur la table de l'Assemblée nationale. Aïda veut y voir plus clair sur la gestion des fonds destinés à la riposte contre le Covid-19. Une question d'actualité qui vise deux ministres, Abdoulaye Diouf Sarr de la Santé et Mansour Faye du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Pour Aïda Mbodj, plusieurs failles ont été notées dans les deux volets les plus cruciaux du programme de lutte contre la pandémie, en l'occurrence le volet sanitaire et l'aide alimentaire d'urgence destinée aux couches vulnérables. Au total, Aïda Mbodj a posé 4 questions sur la table de Moustapha Niasse. Première question, Monsieur le Président, comment ont été gérées les enveloppes de 64 milliards et 69 milliards destinées au secteur de la santé et à l'aide alimentaire d'urgence? Deuxième question, Monsieur le Président, quelles sont les dépenses qui ont été engagées à l'état actuel de la riposte et celles qui restent à faire? Troisième question, Monsieur le Président, pourquoi le ministre de la Santé a préféré se passer des services de la PNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement, pour l'acquisition de matériel médical? Autre question, Aïda Mbodj veut savoir les fournisseurs qui se sont montrés défaillants dans la mise à disposition des kits alimentaires et les poursuites envisagées à leur encontre. Pour le reste, Source A renvoie ses lecteurs à sa page 5. Le Soleil, à sa page 11, évoque le programme de résilience économique et sociale et donne la parole au ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Le Sénégal va éviter la récession, lâche Amadou Hott. Alors que certains économistes tablent sur une récession économique en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, quel que soit le scénario envisagé, eh bien le ministre se veut formel. Le Sénégal est à l'abri d'une telle situation. Il rappelle d'ailleurs que l'objectif du programme de résilience économique est d'éviter la récession et de maintenir les emplois. L'AS, de son côté, évoque 3 sujets: la gestion du coronavirus, le fonds Force Covid-19 et la polémique sur le foncier. Le confrère fait part du silence détonnant de l'Assemblée nationale. Un silence que Ndiogou Sarr, enseignant en droit public, explique. Pour lui, l'Assemblée nationale est inerte parce qu'elle n'a pas l'habitude de proposer des lois. L'affaire Cheikh Yérim Seck, pratiquement toute la presse de ce matin en parle. Libération rapporte les échos des auditions à la brigade de recherche. Le confrère vous raconte tout ce que le journaliste et le patron de la section de recherche ont dit aux enquêteurs. Le parquet, ajoute le journal, réclame le mandat de dépôt au doyen des juges. Cheikh Yérim Seck promis à la prison, conclut l'Observateur qui revient sur les détails du réquisitoire du procureur. Mais le journal souligne que toutes les organisations de presse se sont érigées en bouclier du journaliste. La presse debout pour faire libérer Cheikh Yérim Seck, pointe l'As quotidien. Enquête va plus loin et note que ce n'est pas seulement la presse mais la société civile aussi se mobilise. Mais ça risque de ne pas être facile si l'on en croit Vox Populi qui renseigne que Cheikh Yérim Seck file vers l'instruction. Et c'est ce mercredi qu'il sera entendu par le doyen des juges. En attendant ce face-à-face, le journal note que le procureur de la République a demandé le mandat de dépôt. Conclusion de l'Observateur, Cheikh Yérim Seck a déjà un pied en prison. Prisonnier de Sen'Eau, les Sénégalais souffrent des coupures d'eau. Pratiquement tous les quartiers de Dakar sont affectés. Un calvaire que vivent les ménages en cette période de propagation du Covid-19. Sud Quotidien rapporte les explications des responsables de Sen'Eau pour qui les coupures d'eau sont dues à l'arrêt de l'usine de Nit pour des travaux de maintenance. Ils ajoutent dans le même communiqué qu'une 60aine de camions-citernes ont été mobilisés pour approvisionner les zones déficitaires. La zone de la Casamance, reprise des hostilités. L'armée pilonne, les rebelles renseignent enquête. Une riposte après la perte de 2 éléments la veille. Des tirs nourris à l'arme lourde hier vers Adéane, constate les Échos. La DIRPA, dans le même journal, les Échos, confirme les opérations militaires et promet d'en parler au moment opportun. Les militaires veulent donc sécuriser la zone pour accompagner le retour des populations. Un pilonnage de 2 heures des sanctuaires rebelles énonce enquête qui ajoute que les combattants s'opposent au retour des populations dans la zone d'Adéane parce qu'ils veulent protéger leur trafic. Terminons par le sport. Record et Stade nous parlent de la finale de la Coupe d'Italie. C'est ce soir à 19h entre Naples et Juventus. Kalidou Koulibaly pour stopper Cristiano Ronaldo, écrit Record. Le Lion, qui vise son premier trophée majeur en Italie, veut donc dompter le monstre Ronaldo, complète Stade Quotidien. Mon confrère revient d'ailleurs sur cette nouvelle distinction de Sadio Mané en Premier League. L'attaquant international sénégalais a été élu meilleur ailier gauche de cette année. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bienvenue à Point de vue avec nos 2 invités du jour. Nous allons débattre des problèmes récurrents d'approvisionnement en eau dans la capitale Dakar et sa banlieue, ainsi que des solutions en cours
ou en vue. Et pour en parler, nos deux invités justement, c'est M. Djeriba, directeur des territoires et opérations de Sen'Eau. Djeriba, bonjour. Bonjour M. Nian. Nous sommes également avec M. Mohamed Cissé, vice-président de l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. M. Cissé, bonjour. Bonjour M. Nian. Djeriba, d'abord, vous l'avez constaté en même temps que nous, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en eau courante, en eau de robinet, dans plusieurs quartiers de Dakar. Dans certains quartiers, la pénurie elle est structurelle, mais le problème conjoncturel qui s'est posé ces derniers temps a touché des quartiers qui peut-être auparavant n'avaient pas les mêmes problèmes. Qu'en est-il exactement? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour faire face aux difficultés actuelles? Merci beaucoup, M. Nian. Ce que vous dites est vrai. On a encore constaté ces derniers jours un peu l'extension de l'assiette, bien de l'éventail des quartiers qui manquent d'eau. Après quand même un bon premier trimestre d'accalmie où beaucoup de quartiers de Dakar ont quand même connu une stabilité et une alimentation en eau assez normale. Donc, cette accalmie a été rompue, comme on s'y attendait un peu, avec l'avènement de la période de pointe de consommation. Vous l'avez tous sûrement aussi constaté qu'il fait un peu plus chaud, qu'on est presque entré dans l'hivernage. Et ça, c'est une période de consommation qui déstabilise un peu les réseaux par l'appel de demandes supplémentaires. Donc, nous avions un équilibre assez fragile. Il a été effectivement rompu, d'où un peu cette sensation de... Quelle est l'estimation de la pénurie en termes de mètres cubes, de millions de mètres cubes? Ça dépend de vous, vous me dites. Alors, c'est un sujet très important, l'estimation de cet écart qu'il y a entre les besoins et l'offre présente, parce que les deux changent tout le temps. Chaque jour qu'on met en service un nouveau forage, ça augmente l'offre, mais en même temps, il y a une demande sourde, muette qui se construit et peut-être qui est un peu, par contre, difficile à maîtriser. Les dernières évaluations de ce déficit datent quand même de 2017 et c'était aux alentours de 57 000 m3 par jour. Bien sûr, depuis 2017, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, au propre comme au figuré, parce qu'on a eu beaucoup d'ouvrages qui sont arrivés. Près de 50 000 m3 jour depuis 2017 ont été réalisés grâce à la SONES. Mais dans le même temps, la demande aussi a fortement cru. Et en tout état de cause, aujourd'hui, il faut procéder à la réévaluation de la demande en eau et donc du déficit. Nous pensons peut-être qu'actuellement, il pourrait facilement être aux alentours de 100 000 m3 jour sur la région de Dakar. Alors, corrigez-moi si je me trompe, 100 000 m3, c'est 100 millions de litres? Ben oui. 100 millions de litres par jour qui manquent à l'appel. Alors, Mohamed Cissé, vice-président de l'ASCOSEN, quelles sont les attentes des consommateurs vis-à-vis de Sen'Eau, qui, je le rappelle, est le fermier, qui est lié au Sénégal par un contrat d'affermage? Quelles sont vos attentes et quelle est votre réaction par rapport aux problèmes qui se posent actuellement dans certains quartiers? Oui, les attentes sont très simples. Le contrat qui nous lie avec Sen'Eau, c'est un contrat qui stipule que Sen'Eau nous doit de l'eau en quantité, en qualité et d'une manière permanente. On constate que ceci n'a pas été fait. Et à chaque fois, comme l'a dit Jerry, c'est un phénomène récurrent et c'est le consommateur qui en pâtit. Encore, qu'en cette période de pandémie, on nous demande de rester chez nous. Mais si vous restez chez vous, vous n'avez pas l'eau. Donc, depuis le mois de mars, cette pandémie s'est installée au Sénégal. Est-ce qu'ils ont pris les devants pour qu'au moins le consommateur soit tranquille chez lui? Regardez ces bonnes dames qui s'agglutinent autour d'une citerne d'eau, mais ça crée
quand même la propagation du virus. Et est-ce que cette citerne d'eau répond aux critères d'une eau de qualité qu'on attend du fermier? Je crois que j'en doute. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il ne faut pas toujours nous servir que nous nous attendons à cette pique-là. Quand on s'attend toujours chaque année à cette pique-là, on a le temps d'y remédier. Il est vrai que c'est la SONES qui fait les gros ouvrages. Force est de constater que nous avions eu à visiter l'offre qui a beaucoup augmenté. Il est vrai qu'on a eu de retard d'investissement dans le secteur. Mais depuis lors, quand j'entends que certains maraîchers se sont branchés sur notre réseau et qu'il y a un réseau qui leur est dédié, pourquoi l'autorité ne peut pas débrancher tous ces maraîchers-là qui cassent le débit normal de l'eau à Dakar. Justement, Mohamed Cissé, je voudrais introduire Djeriba sur cet aspect précis. Djeriba, nous entendons beaucoup d'explications à cette situation qui parfois sont d'ailleurs pas contradictoires, relativement antinomiques. On nous parle d'une part des intempéries, d'autre part d'un pic de la demande due à la chaleur. On nous parle des investissements en cours. Qu'en est-il précisément et surtout, dès qu'on a fini de définir, de dire quelles sont les causes réelles, c'est surtout de savoir quand est-ce que ces problèmes-là seront réglés. Quel est le délai que vous vous êtes donné vis-à-vis des autorités pour régler ce problème? Alors, merci beaucoup. C'est tout à la fois. Je pense que nous avons un système d'alimentation en Nord-Dakar qui, je le rappelle, que M. Mohamed Cissé connaît bien, un système qui court du lac de Guiers à Dakar. Que Dakar a cette de ne pas avoir de ressources en eau douce sur son territoire, à Dakar intramuros. Les forages sont en train de se saliniser et il faut de plus en plus aller chercher l'eau très loin. Ce qui nous expose à beaucoup d'aléas. Par exemple, si on parle des intempéries, ça c'est un peu par rapport aux lignes électriques. Souvent, les premières pluies, ou bien en hivernage en général, beaucoup de lignes électriques subissent souvent des perturbations. Chaque fois qu'il y a par exemple un orage, il y a effectivement des perturbations électriques. Ça, effectivement, ça contribue à mettre les ouvrages de production au service et donc à réduire la production. La pointe, c'est naturel. Tous les distributeurs d'eau connaissent ce que c'est qu'une pointe. Vous avez l'habitude de donner aux gens 1000 mètres cubes par jour. Un beau jour, il fait un peu plus chaud. Les gens, ils prennent 1200 mètres cubes par jour. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. Et ça, effectivement, si vous n'avez aucune réserve, aucun ouvrage en réserve de fonctionnement, naturellement, vous créez un déficit. Donc, c'est à peu près tout à la fois qui contribue à donner une idée claire de la problématique de l'alimentation en eau. Alors, à côté de ça, bien sûr, les actions qui sont faites quand même méritent d'être magnifiées. Quand même, depuis 6 mois que cette eau-là est là, et en attendant que les projets structurants que M. Mohamed Cissé connaît bien arrivent, c'est déjà à peu près de 10 000 mètres cubes jour que la CNO a réussi à mobiliser à travers 2 créneaux. Le premier créneau, c'est la réhabilitation de forages qui étaient là, qui étaient en baisse de performance. Dans la région de Thiès? Dans la région de Dakar. Ici à Dakar intramuros, qu'on a pu régénérer et sur lesquels on a récupéré presque 3600 mètres cubes jour. Ensuite, on a réalisé 2 nouveaux forages, dont je pense qu'ils ont été visités hier, qui vont nous donner près de 7000 mètres cubes jour. Donc, c'est des actions concrètes aujourd'hui qui ont permis de tempérer, en tout cas, le déficit, qui ont permis d'amortir la pointe sur beaucoup de zones de Dakar. Les actions
sont en train de se poursuivre. Maintenant, par rapport à la solution structurelle, globale, je crois que M. Sis, qui nous accompagne souvent dans nos activités, effectivement, nous savons tous que nous attendons l'arrivée toute prochaine, j'allais dire, de l'usine de Kermomassar. Quand précisément? Je pense que la planification aujourd'hui, c'est d'ici la fin de l'année. Et moi, vraiment, ça nous permet de dire que cette bataille sur la demande, la gestion de la demande, la maîtrise de la demande en eau, que beaucoup de pays n'ont pas gagné. Ça, il faut le dire, que le Sénégal est en passe quand même de gagner cette bataille de la maîtrise de la demande en eau par la mise en place d'infrastructures plus puissantes au moment de leur avènement que la demande. Je pense que nous sommes sur la dernière ligne droite et en décembre 2020, avec l'arrivée de KMS3, je pense que tout ceci ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et un mot sur le projet de dessalement de l'eau de mer, quand même, dont on a parlé beaucoup ces dernières années. Quel est votre niveau d'implication dans ce projet? Où en est-on? Alors, à ce niveau d'avancement, le projet qui est en cours d'étude ou de formulation ou d'appel d'offres, de sélection des entreprises, le fermier que nous sommes n'est pas trop impliqué dans la conduite des opérations. C'est plutôt la société de patrimoine, en l'occurrence la SONES, qui conduit les opérations. Ce qu'il faut en tout cas dire que c'est un projet très important à côté de la contrainte majeure que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'absence d'eau douce dans le territoire de la région de Dakar. Effectivement, il fallait aller vers ces ressources non conventionnelles, comme on les appelle, donc l'eau de mer qui est aussi une haute disponibilité. Et donc, quand cette usine viendra, elle contribuera à nous préserver, ou bien en tout cas à nous libérer de la contrainte de transport de l'eau sur une grande distance de 250 km, avec tous les aléas qui peuvent survenir sur ce transport-là. Dernière question pour vous, Djeriba, puisqu'il nous reste très peu de temps. C'est au sujet justement de votre... Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, des investissements qui sont en cours. Nous n'avons pas à notre disposition, et on n'a jamais eu de toute façon à notre disposition, ni à celle des organisations de la société civile, le contrat d'affermage liant le fermier à l'État du Sénégal via la SONES. Quels sont les investissements? Quel est le niveau d'investissement auquel vous vous êtes engagé? Parce que quand vous nous parlez de vulnérabilité quand même aux avaries sur le réseau électrique, quels sont les investissements que vous faites pour être autonome en termes de moyens d'appoint pour l'alimentation de vos usines en électricité, par exemple? Mais ça, ce sont de petits investissements. Mais plus globalement, quels sont les investissements auxquels vous vous êtes engagé dans le cadre de votre contrat pour améliorer l'approvisionnement en eau? Alors, merci beaucoup, ça c'est très important. Je pense que la principale évolution du contrat d'affermage actuel par rapport à celui qui vient de se terminer, c'est l'augmentation de la part du fermier dans les investissements à travers notamment le renouvellement de l'infrastructure. Vous savez qu'au moment d'arriver, la SONES a déjà mis en place une infrastructure. Donc, il revient aux fermiers d'assurer le renouvellement de cette infrastructure. Alors, de ce point de vue-là, par exemple, sur le réseau proprement dit, les canalisations, nous avons gardé les 60 km équivalent fonte à nous renouveler par an. Par contre, sur les renouvellements électromécaniques, les ouvrages, les pompes et tout ça, je pense que la grande évolution, c'est qu'avant, on était limité aux équipements d'une valeur de 30 millions. Aujourd'hui, nous avons étendu, les responsabilités du fermier ont étendu à l'ensemble des ouvrages, quel que soit leur coût, sauf un certain nombre de sites stratégiques, Nit, Méré, Kermomassar et Carmen. Donc là, l'emprise du fermier sur le renouvellement électromécanique, c'est quasiment généralisé. Ensuite, les compteurs clients, nous sommes passés de 20 000 à 30 000 compteurs à renouveler par an. Sur les branchements, nous sommes passés de 12 000 à 20 000 branchements à renouveler par an.
Voilà principalement les évolutions de ce nouveau contrat d'affermage qui vient d'entrer en. Merci à vous, Djeriba. Mohamed Sissé, dernier tour de parole. Monsieur Djeriba vous a interpellé tout à l'heure à plusieurs reprises en disant que vous êtes au courant puisque apparemment vous êtes tenu informé de l'évolution. Quels sont les moyens dont vous disposez quand même pour accompagner le fermier et lui mettre quand même le minimum de pression des consommateurs pour améliorer la qualité et la disponibilité du produit? La première pression que nous avions eu à faire, c'est de mettre des idées. Par exemple, créer une autorité de régulation qui permet quand même de protéger le consommateur. Jerry l'a dit, il y aura des investissements qui seront faits par Suez. Des investissements sont faits par la SONES. Et c'est un secteur où il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Mais maintenant, en cas de problème, quelle est l'imputabilité de la responsabilité à chaque acteur? Parce que chaque acteur qui intervient doit prendre toutes ses responsabilités et les supporter en cas de dédommagement du consommateur. Parce que nous payons l'eau, on ne l'offre pas gratuitement. Mais en cas d'incident, jusqu'à présent, il était impossible d'établir qui est responsable. Donc, la première idée que nous avons eu à émettre, c'est qu'il y ait une autorité de régulation. Il est vrai que nous accompagnons et on a constaté qu'il y a eu un retard d'investissement et que depuis ce régime-là est arrivé, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. La demande est exponentielle, c'est vrai, mais le cadre de concertation qui a été établi par la SDE, je crois que Suez n'a pas encore eu à huiler ce cadre de concertation qui nous permet de travailler ensemble entre associations de consommateurs et Suez. Très bien, Mohamed Sissé, je suis désolé, malheureusement le temps qui nous a imparti arrive à son terme. Nous vous retrouverons tout à l'heure dans l'édition en Wolof et je vais demander à Mamadou Mohamed Ndiaye de vous accorder un peu plus de temps de parole. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h53, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout à l'heure, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence, excellente suite des programmes. Au revoir.